Bienvenue dans cette émission du 12 juin 2023 qui sera consacrée à l'officine Conspiracy Watch et à toutes les questions qu'on est en droit mais aussi en devoir de se poser autour d'elle. Cette web TV vous présente une information cash, accessible, honnête et sourcée, notamment tout ce que vous ne trouverez pas dans les médias de masse, et je vous rappelle que je suis entièrement libre et indépendant. Alors pourquoi s'intéresser une nouvelle fois à Conspiracy Watch ? Eh bien d'abord parce que cette officine est sur la sellette du fait de ses financements, mais également parce qu'elle donne l'image, hélas, d'un lent et impressionnant naufrage, après pourtant une activité qui n'a cessé d'être problématique de multiples manières. Et en fait, tant M. Reichstadt, qui, rappelons-le, est un employé de mairie qui a été propulsé à la tête de cette officine, mais qui n'a vraiment aucune compétence et aucun bagage particulier. On dirait même de manière un peu triviale que ça n'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, mais gravite avec lui et autour de lui toute une constellation de gens extrêmement limités sur le plan intellectuel et fondamentalement malveillants. Alors, le propre de cette web TV, c'est précisément de donner des pièces pour que vous puissiez évaluer par vous-même la pertinence de ce que j'indique. Et un passage de Tristan Mendès France qui évidemment jouit de la notoriété de son patronyme, qui lui a valu, semble-t-il, quelques passe-droits au niveau universitaire, mais également inscrit son activité, si on peut l'appeler ainsi, dans le cadre de la Fondation Jean Jaurès, lequel doit se retourner dans sa tombe, avait produit un morceau d'anthologie à France Inter autour du Doctoton. Donc je vous passe un extrait pour que vous puissiez, là encore, voir la réalité de ce que... C'est le mélange des genres et la porosité de ce type de manifestation avec des profils beaucoup plus radicaux. Ça leur permet de se crédibiliser auprès de leur public et ça leur donne un levier de visibilité inespéré. Tristan Mendès France, merci. Alors, vous voyez, c'est extrêmement intéressant parce que quel est le propos de M. Mendès France ? C'est il y a eu un rassemblement de complotistes avec des complotistes et d'autres complotistes organisés par des complotistes pour des complotistes, et c'est problématique parce que ces complotistes, avec parsemé ci et là, extrême droite, antisémite, gourou, enfin voilà, tout un lexique qui évidemment est celui de la diffamation et de la malveillance. Et là où ça m'apparaît particulièrement grave, déjà, c'est que l'immense majorité des personnes présentes étaient évidemment d'une très grande qualité et absolument pas soupçonnable de quoi que ce soit de l'ordre de ce que M. Mendès France vient d'évoquer, mais de surcroît, nous avons un code pénal. Si quelqu'un tient des propos authentiquement antisémites, il peut être condamné, et Dieu sait si des organisations juives notamment, mais elles ont raison, ne se privent pas d'attaquer des personnes qui se rendraient coupables de tels agissements. Donc vous voyez, ce que M. Mendès France dit, c'est qu'il y a des citoyens qui n'ont enfreint aucune loi, qui font usage de leur liberté d'opinion, mais parce que lui, M. Mendès France, et la coterie dont il fait partie, estiment que ce sont des gens dont les propos sont problématiques, eh bien, cela pose problème en soi que ces personnes s'expriment. Et c'est là où il y a quelque chose de profondément choquant sur le plan démocratique, mais également dans le contenu. Quand il dit, oui, les personnes présentes ont prétendu que l'injection génique pouvait provoquer la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Ben oui, c'est ce qu'a dit Luc Montagnier avant tout le monde, il a raison, il y a des cas qui ont été vérifiés. Donc vous voyez, quelqu'un qui n'est rien en termes de compétences, sauf celle de poser des anathèmes, juge le travail de scientifiques et de savants de réputation mondiale, en l'occurrence d'un prix Nobel, en essayant de nous faire croire que c'est problématique, et le fait que le service public en France se prête à cette mascarade est choquante. Alors, autre acolyte de messieurs Reichstadt et Mendès France, l'inénarrable Julien Pain, qui se présente comme journaliste, alors franchement ça vaut le détour, et qui dans un autre morceau d'anthologie est allé interroger Klaus Schwab au Forum économique mondial de Davos. Je suis journaliste pour le service public en France. Je voulais vous poser une question. Je travaille sur la désinformation et les fake news. Vous êtes la cible de fake news très régulièrement, notamment votre livre, Le Great Reset. Comment vous réagissez par rapport à toutes ces théories du complot ? Ça me rend très triste. Pratiquement tout ce qui est dit sur moi est faux. C'est un problème global.
Ce n'est pas un problème uniquement pour le forum de Davos, c'est un problème de société. Alors le passage est amusant à plus d'un titre. D'abord parce que M. Pain s'adresse à M. Schwab en anglais. Il ignorait que M. Schwab parle couramment français. Il vit à Genève. Il a enseigné longtemps à l'université de Genève. Vous voyez, aujourd'hui, les journalistes, enfin ceux qui se présentent comme journalistes, ne prennent même plus la peine de se renseigner sur qui ils interviewent. Ils y vont, ce que je me suis dit. Et puis tout de suite la question, que pensez-vous de tous ces complotistes qui s'attaquent à vous alors qu'il y aurait un ensemble de questions? Un journaliste est censé avoir une approche critique. Pas malveillante, pas de parti pris, mais par exemple, vous avez écrit que les gens n'auront plus rien et seront heureux, il y a beaucoup de gens qui se disent toutes sortes de choses à ce sujet. Comment pourriez-vous clarifier quelle était votre pensée à ce moment-là? Je dis n'importe quoi, mais pas ce. Il y a des méchants complotistes. Ah oui, ça vous rend triste alors? Et le tout en anglais. Enfin, voilà, c'est d'un niveau d'invraisemblable et qui est juste consternant. Alors pour en revenir à ce pauvre monsieur Reichstadt, donc je rappelle que c'est quand même lui qui a passé son temps à écrire des choses fausses, des informations fallacieuses, par exemple, quand il répondait fin mars 2020, à ce stade, c'est-à-dire en fait depuis le mois de janvier, on sait avec certitude que le virus n'est pas le produit d'une manipulation en laboratoire, cela ne souffre aucun débat, et vous voyez la stupidité de l'approche. Déjà parce qu'il n'y a aucune certitude définitive en science, il y a des hypothèses qui sont plus convaincantes que d'autres, et vous voyez en regard que le professeur Peter Gotche, qui lui est un des grands connaisseurs mondiaux des données médicales, dit bah oui, évidemment que c'est un produit d'ingénierie, tout pointe dans cette direction aujourd'hui, évidemment c'est plus tard, mais peu importe, et en disant la vraie surprise c'est de voir combien de temps on a réussi à cacher cette vérité, et on comprend bien par cet exemple que M. Reichstadt sert à cacher les vérités, tout en prétendant lutter contre les fausses informations. Alors, je vous renvoie évidemment à cette longue émission que j'ai consacrée à un clip de 2 minutes et demie réalisé pour l'Assemblée nationale en France, où M. Reichstadt a énoncé une somme d'énormités de propos faux, d'informations mensongères absolument magistrales. Je lui ai évidemment proposé un débat public à la loyale, pour que nous puissions échanger nos arguments, mais évidemment que comme tous les gens qui sont dans son registre, il se défile systématiquement parce que ça serait intenable pour lui d'être confronté à des informations véridiques et vérifiables. Alors revenons à M. Reichstadt. Et je cite Martin Zizi, qui est cet immense épidémiologiste, qui a été épidémiologiste en chef des forces armées belges, et qui dit « M. Reichstadt est tombé lui-même dans ce qu'il a dénoncé, le biais de sélection, de confirmation, de généralisation, de victimisation, il les a tous repris à sa charge. » Et donc maintenant, lui et ses acolytes prennent sur eux de définir ce qui est vrai et ce qui est faux. Le complot de ce qui est normal. Donc soit ce sont des vrais génies qui sont omniscients, sachant que les gens comme de droite comme de gauche leur font confiance, qui sont financés par des associations de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et même des fonds de l'Union européenne. Donc en fait ce sont les architectes du ministère de la vérité qui établissent des listes noires et les mettent en ligne. Il y a juste un hic, relève Martin Zizi, il est devenu ce qu'il dénonçait, un monstre intolérant et sectaire. Le problème, c'est que ce monsieur a fait de la casse, beaucoup de casse, sociale et médicale, et qui va payer pour ce qu'il a détruit? Voilà. Et il termine en disant « Non, monsieur Reichstadt, vous vous foutez le doigt dans l'œil, la démocratie n'a pas besoin de vos analyses ou de votre ministère, elle n'a pas besoin d'être défendue de manière centralisée et bureaucratique, tel feu l'Union soviétique, non, 1000 fois non, le pluralisme des idées lui suffit, et surtout quand des experts du niveau de Martin Zizi, de Luc Montagnier, de Christian Perron, de Didier Raoult s'expriment, et ça n'est pas à des nabots intellectuels comme ceux que nous venons de voir de venir faire effectivement office de police de la pensée. Alors, faut-il enfoncer le clou pour vous donner un exemple de l'ignominie du travail de Conspiracy Watch? Daria Dugina, qui était une journaliste, philosophe, francophile, qui a vécu à Paris pendant des années, a été assassinée par un attentat qui, semble-t-il, visait son père. Bon. Et dans la notice, la brève que Conspiracy Watch lui consacre, vous voyez, alors on vous dit son père est un idéologue ultranationaliste, impérialiste, donc gna gna gna. Elle a été tuée
Elle était, comme son père, une farouche partisane de l'offensive russe en Ukraine. Alors ça, c'est un langage. Les Russes se sont défendus du massacre de 14 000 personnes parce que l'Occident n'avait pas appliqué les accords de Minsk. Donc on peut déjà s'intéresser à la verbalisation. Mais écoutez, elle s'était aussi illustrée par une série de propos à caractère conspirationniste, comme le rappelle Rudi Reichstadt dans une chronique revenant sur les différentes hypothèses qui entourent cet attentat. Donc vous voyez, on a assassiné une jeune femme de 30 ans. Je veux dire, est-ce qu'il y a encore un peu d'humanité ? Et tout ce qu'on nous dit, c'est non, mais d'après M. Reichstadt, elle était elle-même conspirationniste. Bon, sans évidemment jamais définir les termes. Et donc, voilà, ces pseudo-fact-checkers ont inversé les rôles. Le rôle, naturellement, est de critiquer le pouvoir. Et là, c'est de s'en prendre de manière totalement injuste et systématique aux dissidents. Et donc, je reprends un autre propos de Martin Zizi qui dit « Je vais faire simple, vous avez tort, insulter, étiqueter au lieu de discuter du fond est une faute, insulter sans arrêt est une maladie et cela doit pouvoir se soigner, et soit vous le savez et vous êtes alors un imposteur, soit vous ne vous en rendez pas compte, alors le problème est cognitif et nous n'y pouvons rien. » Alors évidemment, si vous voulez creuser, je vous envoie évidemment à l'enquête extrêmement soigneuse réalisée par la vraie journaliste Amélie Ismaili, que vous pouvez trouver en ligne, hein, la face cachée du fact-checking. Rappelez bien sûr que Rudi Reichstadt et son officine sont pris dans l'affaire des fonds Marianne, ce scandale où des fonds ont été détournés de leur vocation première. On sait effectivement que l'argent qui finance Conspiracy Watch vient d'un côté du gouvernement Macron et de l'autre de David de Rothschild au titre d'un fonds de lutte pour la mémoire de la Shoah, ce qui est scandaleux pour les rescapés et les déportés. Voilà, donc il y a un réel problème avec cette officine et on ne peut pas juste la laisser continuer ses activités qui sont profondément délétères pour la communauté et aussi pour le climat. C'est-à-dire que dès lors qu'on étiquette comme problématique, antisémite, d'extrême droite et conspirationniste n'importe quel élément de réflexion, n'importe quelle hypothèse, eh bien comme le citait Alexis Haupt, c'est Descartes lui-même qu'on jugerait complotiste aujourd'hui, et donc c'est une dégénérescence de toute la culture française. Alors, je ne reprends pas le vocabulaire de ce tweet, par contre, le fond me semble extrêmement intéressant. Ce commentateur dit que les gens comme Julien Pain, d'autres, Laurent Alexandre, Barrault, Reichstadt, etc., en dehors de leur débilité, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire faiblesse extrême de la pensée, ont une mission secrète sur Twitter, cristalliser notre colère, notre énergie, afin de nous canaliser et de nous hypnotiser, une autre manière de nous contrôler. Et ça, c'est très sagace. Parce que pendant que, évidemment, nous réagissons aux outrances détestables de M. Reichstadt et des autres, pendant ce temps-là, l'agenda qu'ils servent en occultant ce qu'il y a à voir et en faisant diversion en permanence, lui avance à grands pas. Et toute l'énergie que nous mettons à nous opposer à ces choses, mais parfaitement indéfendables, eh bien, c'est une énergie qui n'est pas mobilisée pour s'opposer à ce à quoi il convient de s'opposer, c'est-à-dire vraiment cette dérive totalitaire dont M. Reichstadt lui-même et ses acolytes sont un parfait exemple. C'est-à-dire qu'ils sont dans un délire paranoïaque. Qu'on peut affirmer des choses, tenir des discours qui ont cette apparence de raisonnement. C'est ce que Ariane Biran, la grande connaisseure des dérives totalitaires, docteur en psychopathologie, spécialiste en philosophie politique et morale, nomme le délire résonnant. C'est délirant, mais ça résonne, comme si le raisonnement tenait la route. Et d'ailleurs, je me fais, en ce qui me concerne, je vous le cache pas, du souci pour la santé psychique de M. Reichstadt. Amélie Ismaili a commenté, et je pourrais pas lui en vouloir, ce mec est complètement cinglé, et je pèse mes mots, et on voit effectivement qu'il est entré dans cette posture victimaire paranoïaque. Alors il suffit de lire quelques extraits de ce tweet. Depuis quelques semaines, une fraction significative de la complosphère d'extrême droite pousse des cris d'orfraie concernant les cofinancements que l'Observatoire du conspirationnisme a obtenu. Bah oui, il y a des questions très graves qui se posent, il y a un scandale majeur, et effectivement, étant donné la médiocrité et la malveillance des productions de Conspiracy Watch, on aimerait que des comptes soient rendus.
Alors il dit, n'inversez pas le sens des responsabilités si vous ne pourrissiez pas en permanence le débat public, si vous n'attisiez pas les feux de la haine et de la guerre civile, si vous n'attaquiez pas les valeurs fondatrices de notre République, celle-ci n'aurait pas besoin de se défendre et d'aider les structures comme la nôtre à endiguer la menace mortelle que vous représentez pour la démocratie. Wow. Là, faut appeler un psychiatre. Non, je suis désolé. Là, il faut appeler un psychiatre. Et je vous le dis pas depuis un point d'ironie ou de moquerie. J'ai travaillé longtemps en santé mentale, mais là, c'est grave. Et vous voyez, aussi dans le sens où, évidemment, que M. Reichstadt n'est qu'un pantin. Pourquoi est-ce que des gens qui ont autant de pouvoir, au lieu de nous sortir des intellectuels brillantissimes et tordus, vont chercher des Olibrius comme M. Reichstadt, très limité intellectuellement? C'est parce que c'est eux aussi de la chair à canon. Et on voit bien que M. Reichstadt a endossé des habits qui sont beaucoup trop grands pour lui, qu'il est complètement perdu dans la pression et la tension qu'il vit, et que n'ayant pas eu un discours intelligent et posé depuis le début, il est actuellement en plein dérapage. Mais ça, je le redis encore une fois, c'est extrêmement dangereux pour lui, et donc c'est totalement irresponsable de la part de ceux qui l'ont mis dans cette position et qui continuent à le pousser en avant. Je vous donne encore la référence, un récent entretien que Ariane Biran a donné à Epoch Time, télévision, nous devons réparer nos âmes, la meilleure résistance au totalitarisme, c'est de nourrir l'âme humaine. Et je vous invite vraiment à en prendre connaissance parce que cette dérive totalitaire et la furie paranoïaque qui l'accompagnent sont effectivement extrêmement préoccupantes. Et nous devons faire œuvre de prévention de nos émotions, de nos cognitions et de nos relations. Et donc, il est important d'avoir un peu de revigorant pour l'âme. À demain.